Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéoconférence senior. Aujourd'hui, avec Marie-Hélène, nous allons parler de la validité du testament. Cette vidéoconférence est réalisée en partenariat avec Movadom et Adapsia et elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de Paris avec le concours de la CNSA. Donc, merci à tous de votre participation. Donc, je suis Pascal, je suis là pour vous accueillir et puis gérer les éventuels problèmes techniques et puis répondre à vos questions dans la barre de conversation. Voilà, il y en a plein qui ont trouvé où se trouvait la barre de conversation. Donc, si vous nous regardez en replay, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, et puis à vous inscrire également sur movadom.eventbrite.com pour pouvoir participer en direct à nos futures visioconférences et avoir le plaisir de poser vos questions, puisque aujourd'hui, par exemple, nous avons une vidéoconférence assez généraliste, mais qui peut avoir des problématiques individuelles. Donc, les gens qui sont avec nous en direct vont pouvoir poser leurs questions dans la barre de conversation. Et à la fin de cette vidéoconférence, donc vous restez bien avec nous en direct, j'ouvrirai vos micros pour que vous puissiez poser vos questions à Marie-Hélène qui va se présenter et puis après tu pourras dérouler ta présentation et nous expliquer tout ça. Oui, bonjour à tous et merci à Movadom de cette confiance que l'on me fait pour vous parler du testament. Oui, effectivement, je suis spécialisée en droit de la famille, je suis avocate au barreau de Paris depuis 1973, donc je vais fêter mes 50 ans de barreau à la fin de l'année. Et donc, j'anime la commission de formation des avocats sur les protections des personnes vulnérables depuis 1997. Voilà, donc c'est une matière que je pratique depuis toujours. Et la protection des personnes vulnérables conduit évidemment à envisager la gestion du patrimoine après le décès. C'est pourquoi, avec Movadom, nous avons envisagé de vous parler de ce que c'est que le testament. Le testament, tout le monde sait à peu près en quoi cela consiste. En fait, ça consiste sommairement à transmettre son patrimoine après son décès. Alors, c'est le moyen le plus connu, mais enfin bon, il y en a d'autres. Hein. Il y a l'assurance vie, il y a les donations avant décès. Mais le testament, on croit que c'est facile, mais il nécessite plusieurs précautions pour conserver sa validité et être exécuté de façon conforme aux volontés du testateur, puisqu'en fait l'objectif, c'est que la personne, après son décès, voit ses volontés exprimées. Or, le testament est souvent contesté, donc comment faire pour éviter ce qui apportera à ceux qui veulent contester un testament, comment faire quelles sont les conditions dans lesquelles on peut contester un testament. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un testament? Nous verrons d'abord ce que c'est qu'un testament. Nous verrons à quelles conditions il est valable et nous verrons quelles sont les différentes formes du testament. Alors un testament, ça constitue en général une dérogation aux règles du Code civil. Parce que le Code civil prévoit, si l'on ne fait pas de testament, la transmission des patrimoines, et c'est extrêmement réglementé dans le Code civil. Vous le savez sans doute, ce qu'on appelle la dévolution légale, c'est-à-dire la dévolution si on n'a pas fait de testament, est fixée dans l'ordre en fonction du degré de parenté, les enfants, leurs descendants, s'il n'y a pas d'enfants, les parents, ensuite les frères et sœurs et les descendants des frères et sœurs, puis ensuite, s'il n'y a pas tous ces groupes de personnes, les collatéraux, cousins, oncles et leurs descendants jusqu'au 6e degré. Ça va chercher très loin et c'est pourquoi c'est créé la fonction de généalogiste qui, mandaté par un notaire, sont chargés de retrouver dans le monde entier les héritiers d'une personne. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas un oncle d'Amérique, voire un testament.
Voilà. Donc, Et le conjoint intervient à quel moment s'il y a un couple et qu'il y a un des deux qui décède? Le conjoint passe avant les enfants ou s'il n'y a pas de testament qui a été fait? ils viennent en concurrence. On en reparlera. D'accord, Car merci. le conjoint a désormais est héritier réservataire. Mais on peut l'exclure. Alors, on va en reparler. Hein, bon. On va en reparler. Parce que c'est assez compliqué, justement, parce que ça doit être. Le droit des successions se combine d'abord par la situation en fonction du régime matrimonial des époux. Donc, on liquide d'abord le régime matrimonial et ensuite, on liquide la succession. Alors, c'est compliqué quand il y a des enfants d'un premier lit avec un conjoint qui n'est pas leur parent. Mais revenons à notre généalogiste. Si on veut éviter de coûteuses recherches par un généalogiste, ils prennent souvent, quand ils découvrent un héritier et qu'ils lui annoncent qu'il est héritier, ils prennent à peu près 40% il est d'usage qu'ils prennent 40% du patrimoine. Donc, ce serait intéressant de désigner le plus clairement possible et de la manière la plus vaste possible quelles sont les personnes concernées pour que le notaire ne soit pas obligé de faire intervenir un généalogiste. Alors, le testament, c'est un document écrit. Il doit être écrit. C'est un document dans lequel une personne exprime ses volontés, notamment après son décès. Il doit être écrit entièrement de la main du testateur et daté. Et le testament doit être le plus sincère possible pour éviter les cas de nullité. Alors, le testament ne permet pas seulement la transmission des biens. Il peut indiquer les volontés sur le corps, le don d'organes, l'organisation des funérailles. Je ne recommande pas l'organisation des funérailles dans le testament parce que souvent il est ouvert bien après, bien après les funérailles, surtout s'il est déposé chez un notaire, il faut il faut interroger le fichier des testaments. Donc on a intérêt à, bon, tout le monde sait qu'il y a un contrat obsèque, c'est plus efficace. Mais enfin bon, on peut organiser ses funérailles, surtout si on donne le testament à quelqu'un qui sera chargé de l'exécuter. Il peut désigner un tuteur pour un enfant handicapé, par exemple, en complément du mandat de protection future pour autrui. Le mandat de protection future pour autrui, c'est au cas où les parents d'un enfant handicapé, de leur vivant, deviendraient incapables de continuer à s'occuper de lui. Mais ils doivent s'organiser aussi pour la situation de leur enfant après le décès. Il peut permettre la transmission à des tiers qui ne sont pas héritiers, justement, qui seront légataires universels, qui recevra la totalité du patrimoine, ou légataires sur certains biens particuliers. Alors là, il y a des règles extrêmement précises, extrêmement minutieuses. Je ne peux pas rentrer dans ces démarches à faire. Il y a des règles pour demander le legs aux héritiers, etc. Donc là, c'est le notaire qui vous guidera pour exécuter un testament si vous êtes désigné comme légataire universel ou légataire à titre particulier. Il peut permettre de léguer ses biens directement à ses petits-enfants. C'est ce qu'on appelle les legs transgénérationnels. Ou pour protéger un enfant victime d'un handicap, par exemple, en léguant à des bénéficiaires successifs, qui est le legs graduel. Dans le legs graduel, le premier bénéficiaire du legs garde tout et à charge pour lui de s'occuper de l'enfant handicapé, par exemple, de son frère en général handicapé, ou ça peut être un legs résiduel, c'est-à-dire que celui qui est le légataire en premier s'occupe de gérer le patrimoine et le deuxième, au décès du premier, reçoit ce qui reste. Ça, c'est plutôt pour le système des petits-enfants. Voilà, ça permet surtout, ces legs transgénérationnels, graduels ou résiduels,
d'éviter les doubles droits de succession. Donc, vous voyez que tout ça était technique et que vous avez vraiment intérêt à saisir un notaire pour organiser ces situations. Les notaires connaissent ces systèmes. En cas de situation compliquée, on peut prévoir un exécuteur testamentaire. Cet exécuteur testamentaire n'est pas choisi parmi les héritiers, mais il sera chargé d'exécuter le testament et de veiller au bon respect des volontés exprimées, en sorte que le testament ne soit pas contesté. Ce testament permet aussi de reconnaître un enfant. Et c'est comme cela que certains héritiers découvrent qu'ils ont des demi-frères, demi-sœurs dans la nature dont ils ignoraient absolument l'existence. Voilà, ça c'est qu'est-ce qu'un testament et à quoi ça sert. Ensuite, il faut se préoccuper de la validité du testament, c'est quand même l'élément le plus important. Bien entendu, le testateur doit disposer des biens dont il est propriétaire. On ne lègue pas les biens d'autrui. Mais faites attention, Pascal nous en parlait tout à l'heure, il y a des conjoints survivants, qu'il y a le régime de communauté, et on ne peut pas léguer sans l'accord de son conjoint à des enfants d'un premier lit, par exemple, des biens qui dépendraient de la communauté du deuxième mariage. Donc là aussi, comme je vous disais tout à l'heure, il faut d'abord régler le régime matrimonial avant de régler la situation. Voilà, donc je vous disais, recommandation, faire bien attention au fonctionnement des régimes matrimoniaux, surtout en présence d'un conjoint qui est en concurrence avec des enfants d'un premier lit. Parce qu'on ne peut pas déshériter ses enfants, mais nous le verrons. Donc, il faut aussi éviter de faire des indivisions compliquées. J'ai entendu un magistrat qui était médiateur dans une affaire concernant un célèbre écrivain où il avait légué à sa femme du deuxième lit l'usufruit, c'est-à-dire la jouissance d'une maison, et la nue propriété aux enfants du deuxième lit. Et tout cela était complètement croisé, et ce magistrat avait été nommé pour faire une médiation parce que juridiquement, c'était impossible. C'est ce qui s'est passé aussi dans la succession de Johnny Hallyday. On ne peut pas faire autrement que dans les situations complexes, faire une médiation parce que la loi ne permet pas de régler les problèmes. Donc, quand il y a des implications comme ça. Et tout cela est aussi extrêmement technique, donc il faut vraiment voir le notaire. Le notaire veillera aussi à ce que vous ayez une capacité juridique, c'est-à-dire qu'il faut être sain d'esprit. Il ne faut pas avoir été victime d'un prédateur qui, avec les vices du consentement, qui vous fera commettre une erreur, qui vous fera signer un testament sous contrainte ou qui vous organisera autour de vous des manœuvres frauduleuses. Voilà, donc ne pas être victime d'un abus de faiblesse qui souvent combine tous les vices du consentement. Être majeur, j'ai découvert en travaillant le testament qu'un mineur de 16 ans peut faire son testament librement. Je crois que c'est seulement sur la moitié de son patrimoine, mais vous avez des enfants qui sont propriétaires, par exemple, d'actions de société de leurs parents, etc., ou de maisons, parce qu'ils ont hérité, parce qu'ils sont orphelins, etc. Ils ont hérité de leurs parents. Donc, il peut faire un testament sur la moitié de ses biens. Donc, un mineur peut déshériter ses parents et gratifier sa copine ou son copain librement. Voilà, ça, il faut le savoir. Personne ne le sait. Je pense que c'est assez peu pratiqué, mais enfin bon. Et donc, attention, quand il y a des mesures de protection, un majeur en tutelle pourra librement faire son testament. Le juge va le convoquer, vérifier qu'il est lucide et capable. Le juge n'a pas à juger du contenu du testament, qui est ce qu'on appelle une décision éminemment personnelle. Et évidemment, renvoie vers un notaire pour
pour faire rédiger le testament. Donc, le juge n'a pas apprécié le contenu du testament. Donc, il faut un certificat médical et la rédaction de capacité et la rédaction par acte devant notaire ou par acte authentique garantira la validité du testament du majeur en tutelle. Car attention, l'autorisation judiciaire ne garantit pas contre une action en nullité si par ailleurs on découvre qu'il y avait pression, menace ou abus de faiblesse. Un majeur en curatelle, en habilitation familiale, sous sauvegarde de justice, peut rédiger seul son testament. Mais toujours pareil, sous réserve que plus tard le testament ne soit pas attaquable pour insanité d'esprit ou abus de faiblesse. Voilà, donc le testament, c'est un des actes les plus libres que l'on puisse trouver avec le droit de vote et le mariage. Voilà. On a une question de Sylvie Oui. par rapport à ce que tu viens de dire. Combien coûte un testament chez un notaire, la rédaction d'un testament? Nous y viendrons. Bien. Donc, il est considéré comme un acte éminemment personnel et donc c'est un des actes les plus libres. Alors attention, pour ceux qui voudraient contester un testament, je pense qu'il y en a dans le groupe et vous êtes nombreux, il y en a sans doute qui viennent s'intéresser pour savoir comment ils pourraient contester un testament. On ne peut prouver l'insanité d'esprit que au-delà de 5 ans après le décès. Faire attention, c'est la prescription de droit commun. En revanche, on peut faire remonter les effets du test de l'autorisation au-delà des 2 ans. On ne peut pas faire. Alors, l'insanité d'esprit pourrait être prouvée avec des documents médicaux remontant au-delà des 2 ans du prononcé de la protection si les héritiers trouvent des motifs de nullité dans des documents médicaux. Et ce, quel que soit le régime de protection. C'est-à-dire qu'on peut remonter au-delà de 2 ans. J'ai un mandataire judiciaire qui un jour m'a dit, écoutez, on ne savait pas comment contester le testament et on s'est aperçu en regardant, en vidant son appartement, on s'est aperçu qu'il avait été qualifié dès son enfance de 10 calculiques et de 10 orthographiques. Donc on a pu donner ces documents aux héritiers qui ont contesté le testament. Alors oui, excusez-moi, j'étais perturbée parce que je voyais la question, la divorcée non mariée, mon ex-mari, peut-il prétendre à mes biens? Mais non, si vous avez liquidé votre régime matrimonial, pas du tout. Donc, le divorce, en principe, si vous n'avez pas expressément maintenu les donations entre époux, le divorce fait tomber les donations entre époux, donc il n'y a pas de difficulté. Voilà, donc on revient à certaines professions qui ne peuvent pas bénéficier d'un testament, c'est l'ensemble des professionnels ayant donné des soins pendant la dernière maladie dont la personne est décédée. Les médecins, les pharmaciens, les auxiliaires médicaux, les organismes gestionnaires et les bénévoles intervenus. Alors les mandataires judiciaires. Mais alors, pour les médecins, par exemple, les auxiliaires médicaux, c'est pendant la dernière maladie. Donc, il suffit au dernier moment de changer de médecin pour que le médecin qui s'est occupé du majeur, enfin de la personne décédée, je trouve que c'est assez hypocrite, hein, et ça limite assez bon, les restrictions. Alors attention, il faut veiller aux droits des héritiers réservataires. En France, on ne peut pas déshériter ses enfants, ni son conjoint. On peut organiser la restriction des droits de son conjoint en révoquant une donation au dernier vivant, par exemple, mais on ne peut pas le priver de ce qu'on appelle ses droits légaux. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, cette session est trop courte pour que, et puis c'est très technique. Donc, il faut veiller au respect de la réserve héréditaire et bien contrôler le montant de ce qu'on appelle la quotité disponible. La quotité disponible, c'est ce dont on peut disposer au-delà de la réserve à chacun de ses enfants. Alors, c'est la moitié, on peut disposer de ses biens par donation ou par testament, moitié quand il y a un enfant,
un tiers pour, c'est facile à retenir, un tiers pour 2 enfants et un quart pour 4 enfants ou plus. Voilà. Donc, au décès, les donations et les legs seront examinés du point de vue de la réserve héréditaire de chacun des enfants et le calcul de la quotité disponible est effectué en fonction de la valeur des biens, actifs et passifs, et s'il y a dépassement de la réserve héréditaire, le notaire fera ce qu'on appelle une réduction. Il réduira les donations et les legs. Donc, c'est tout un calcul là aussi qui est hyper technique, d'autant que ça se combine avec les règles du rapport des donations, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le testateur, ou on appelle le découillus, le défunt a fait des donations, il faudra les rapporter à la succession. Et alors, cette combinaison avec la réduction de la réserve héréditaire, c'est extrêmement technique, c'est extrêmement compliqué. Les jeunes notaires savent le faire, les très vieux aussi. Entre les deux, je ne suis pas sûre qu'ils apprécient vraiment, d'autant que le conjoint a un mode de réduction ou de rapport de ses donations qui est différent de celui des autres légataires. Donc, c'est extrêmement compliqué. Moi, j'ai suivi des cours pendant des heures là-dessus. On comprend au moment où le professeur l'explique, mais on ne sait plus après comment ça peut fonctionner. Donc, attention, en cas de patrimoine et de famille complexe, il faut absolument faire appel à un professionnel du droit qui pourra garantir la validité des clauses du testament du point de vue du droit des successions combiné au droit des régimes matrimoniaux. Alors, un testament chez un notaire, ça ne coûte pas très très cher, moins de 100 € je pense, mais après, ce qu'il y a, c'est il y a l'enregistrement, mais aussi, ça dépend, on va y venir, ça dépend de ce qu'on en fait, c'est réglementé de toute façon, mais ça nécessite aussi des consultations avec une organisation patrimoniale. Alors, quels sont alors, attention aussi, il faut tenir compte de la réglementation fiscale, parce que les droits des neveux ne sont pas les mêmes que ceux des enfants, etc. Il y a des barèmes extrêmement compliqués. Et j'attire votre attention sur la récupération des aides fiscales. Quand on a un parent qui a été hébergé en maison de retraite avec la contribution du département, le département peut remonter sur 10 ans pour faire revenir les donations dans le patrimoine. De même sur les assurances vie. Donc, la récupération des aides sociales, quand elles sont récupérables, alors pas l'APA n'est pas récupérable, mais l'aide à l'hébergement du département se fonde sur 10 ans avant le décès. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire aussi attention sur le plan fiscal à la communauté universelle pour protéger un conjoint. Les notaires ont tendance à conseiller une communauté universelle. Il faut savoir que ça reporte les droits de succession pour les 2 conjoints au décès du second. Donc, ça fait un gros paquet de droits de succession à payer pour les héritiers à un moment, alors qu'on aurait pu diviser le paiement des droits de succession. Il faut faire attention à ça. Alors, les différentes formes du testament, et comme ça, alors, comment fonctionne la répartition de la réserve héréditaire si vos enfants ne sont pas du même lit? Bah pareil, hein, ils sont tous égaux, donc ça n'a rien à voir. Qu'ils soient héritiers, adoptés, ils sont enfants, voilà. Hein. Les enfants légitimes, les enfants naturels, les enfants adoptés sont héritiers au même titre. Alors, on a d'autres questions aussi, pardon ouais. Marie-Hélène, par rapport à la législation, comment ça se passe quand le fils qui doit hériter, par exemple, habite à l'étranger? Est-ce que ça se base sur la législation française et puis Ça dépend. il hérite Alors, le tribunal compétent, oui, non, mais oui. Alors, je vais vous dire, le tribunal compétent est le tribunal du lieu de décès. Ouais. Une succession, c'est le lieu du décès. Donc, la succession va s'ouvrir
au lieu du décès de la personne. Donc là, apparemment, en France. Simplement, alors, il y a les trusts étrangers. En Grande-Bretagne, il y a les trusts qui sont une forme de fiducie et qui ont un régime particulier. Il y a les immeubles. On a tendance à dire que le tribunal compétent en ce qui concerne les immeubles est le lieu de situation de l'immeuble. Alors, voyez un bon avocat internationaliste et qui vous conseillera son correspondant, bon notaire internationaliste. Voilà, donc il faut voir un notaire. Alors, quand il a mal conseillé pour la rédaction d'un testament, ben, écoutez, si la faute est énorme, essayez d'engager la responsabilité du notaire, mais il vaut mieux peut-être trouver une solution avec les cohéritiers, plutôt que de s'engager dans la... Alors, pourquoi évoquer les assurances-vie? Je croyais qu'elles ne devaient pas être connues du notaire. Mais si, c'est un mode de transmission du patrimoine. Donc, lorsque les contrats sont souscrits après 70 ans, ça tombe ça doit être déclaré à la succession. Donc, alors, puis il y a d'autres cas aussi, voilà. Donc, le notaire peut les connaître aussi. Hein. Tout ça est à combiner, donc c'est assez compliqué. Et on a une autre question aussi assez compliquée. Si la première épouse est décédée, que le père s'est remarié, quelle est la position de la deuxième épouse qui n'a pas eu d'enfant avec le défunt? Est-elle prioritaire sur les enfants du premier lit? Mais elle n'a aucune priorité. Les enfants sont les enfants, ils ont leur propre réserve, et la deuxième épouse a la sienne. Et ça n'a rien à voir avec la première épouse. Ça n'a rien à voir. Chacun est à l'endroit où il se trouve au moment du décès. Ses droits sont figés au moment du décès. Voilà, alors les différentes formes du testament, parce que le temps passe. Le testament est d'abord holographe. Holographe, ça veut dire rédigé de la main du testateur et conservé par lui. Pour qu'il ait date certaine, le testateur peut lui-même le faire enregistrer au service de l'enregistrement. On a tous une adresse d'un service de l'enregistrement, ça coûte 125 € et on enregistre. D'ailleurs, à ce moment-là, il pourra en profiter pour enregistrer les dons manuels, c'est-à-dire les donations importantes qu'il a pu faire de sommes d'argent à ses enfants, parce qu'après, ça devra être rapporté à la succession. Et si on ne veut pas causer de problèmes entre les héritiers, oui, mais toi, tu as donné pour son mariage, tu lui as donné 10 000 €, moi, je ne les ai pas eus. Moi, j'ai connu des cas, par exemple, où la maman a donné le contenu d'un plan d'épargne logement, donc de l'argent, à une de ses filles, et elle a donné le droit au prêt à une autre de ses filles. Et la deuxième dit, mais moi, j'ai reçu un crédit, hein, je n'ai pas reçu une somme d'argent. Donc, il faut être très vigilant et bien clarifié, parce que les histoires de succession peuvent durer 10 ou 30 ans. Donc, quelquefois pour des broutilles. Donc, il est préférable que la personne, quand on fait son testament, ça soit le plus clair et le plus sérieux possible. Voilà. Donc, recommandation, pour assurer la validité, il faut bien veiller qu'il ne sera pas qualifié comme rédigé à maintenu, c'est-à-dire qu'un graphologue pourra reconnaître l'écriture d'un tiers sur le texte, c'est-à-dire qu'on tient la main de la personne qui rédige, ou à main guidée. Alors, à main guidée, ça veut dire qu'on guide l'esprit de la personne qui est en train de rédiger. On ne retrouve pas le style d'écriture de la personne qui dicte le texte, mais elle dicte le texte. Et par exemple, c'est sous pression, c'est sous dictée. Et par exemple, si l'on trouve de nombreux brouillons rédigés en présence d'un tiers. Donc ça, ce sont des recommandations pour le testament holographe qui doit être rédigé de la main du testateur. L'intérêt de ce testament holographe, c'est qu'il peut être déposé chez un notaire. Et là, ça coûte 15 €, je crois, le dépôt chez un notaire. Mais c'est extrêmement important, parce que le testament, qui est au fond d'un tiroir, il peut disparaître.
il peut ne pas être retrouvé, il peut être déchiré, il peut être… Alors que s'il est déposé chez un notaire au moment où il est rédigé, eh bien, il ne pourra pas disparaître et ça ne coûte pas grand-chose. C'est une des meilleures protections que l'on puisse trouver pour le testament holographe. Il va être inscrit au fichier des notaires, au fichier d'enregistrement des testaments, et donc la date de sa rédaction, la capacité du rédacteur seront garanties, sous réserve de ce que je vous ai dit tout à l'heure quand même, qu'on trouve des éléments nouveaux sur le plan du déficit cognitif ou de l'emprise d'un prédateur, mais il sera enregistré au fichier central des dispositions des dernières volontés, et ça, c'est extrêmement important. Donc, on me demandait quel était le coût. Ce n'est pas un testament par acte authentique, donc il coûte beaucoup moins cher, c'est juste le dépôt. Je pense que faut regarder sur les tarifs des notaires, c'est moins de 100 € à mon avis. Donc, il s'agit de la solution la moins onéreuse pour assurer le respect des dernières volontés. Troisièmement, vous avez le testament par acte authentique. C'est le plus fiable parce que le notaire s'assure et est responsable à ce moment-là de la capacité du testateur et de la faisabilité des décisions prises. Parce que les notaires sont responsables de l'exécution de leurs actes. Donc, si l'acte est inexécutable, le notaire sera responsable. On demandait comment engager la responsabilité du notaire, mais bon, on ne va pas rentrer dans ces considérations parce que la responsabilité du notaire, il faut faire une inscription de faux quand c'est par acte authentique, c'est assez difficile. Oui, on peut demander une copie du testament. Il suffit d'envoyer l'acte du… Alors, non, pardon. Au fichier des notaires, on peut demander des informations en envoyant sa carte d'identité, l'acte de notoriété en justifiant qu'on est héritier et en envoyant un acte de décès. Mais souvent, enfin, non, on n'a même pas à justifier qu'on est héritier. Mais simplement, on vous donnera le nom du notaire qui détient le testament. Et si vous n'êtes pas bénéficiaire, il est interdit au notaire de vous donner le contenu du testament. Et là, on s'embarque dans des procédures pour faire reconnaître les héritiers. Là aussi, je ne rentrerai pas dans ces considérations parce que c'est très compliqué, vous avez intérêt à prendre un avocat. Donc, et les avocats ne connaissent pas forcément les démarches à faire. Donc, l'acte authentique, le testament par acte authentique, il est rédigé par le notaire sous la dictée du testateur en présence de 2 témoins ou d'un deuxième notaire. Après relecture, il est signé par le testateur et les témoins ou signé par le testateur et le deuxième notaire. Le notaire l'enregistre, le conserve, alors il enregistre à l'enregistrement, hein, le conserve et en assure la publicité au fichier central dans les 3 mois du décès. Il est intéressant pour les personnes qui ne peuvent pas écrire ou qui rencontrent des difficultés à s'exprimer. Les notaires ont des techniques pour les personnes qui sont aveugles, qui sont sourdes, qui quelquefois sont aveugles et sourdes. Ils ont des techniques et les témoins peuvent aussi peut-être servir d'interprètes. Enfin bref, on peut trouver un notaire qui rédige ceci après avoir garanti que c'est bien l'expression de la personne. Il permet de révoquer les donations entre époux parce qu'on peut limiter, quand on a fait une donation entre époux au moment où on achetait un immeuble, par exemple, un appartement, on peut révoquer la donation parce qu'on n'est plus d'accord avec son conjoint. Il permet la reconnaissance d'un enfant et s'il est fait, attention, s'il est fait en présence de témoins, il n'est pas secret. Mais enfin bon, les témoins ne vont peut-être pas non plus aller révéler son contenu. Voilà, donc la modification du testament, il peut toujours être révoqué, modifié et complété. Alors attention, moi j'ai été envoyée par un notaire, une de mes anciennes clientes, à chaque fois qu'elle changeait de testament, elle changeait de notaire. Et le dernier m'a dit, écoutez, vous avez un avocat, il va vous expliquer. Parce que quand elle recevait la visite de ses neveux
d'une branche, elle les gratifiait, puis après, elle recevait la visite des neveux d'une autre branche, elle les regratifiait. Donc, elle faisait le tour des notaires de son quartier. Donc, non, on peut modifier son testament chez le même notaire ou le faire enregistrer. Alors, je vous dis attention, parce que c'est une source de nullité, de complications. Attention à ce qu'on appelle des codicilles. Moi, j'ai des testaments qui posent un problème énorme d'interprétation parce que le testateur a ajouté des conditions. Et là, quand on fait la combinaison, on ne sait plus de quoi on parle. On n'arrive plus à dire ce qu'il a réellement voulu. En plus, il y a des problèmes de date, des problèmes de contestation. Souvent, ce sont des tiers. On ajoute. Donc, attention. D'abord, il ne faut pas qu'il y ait de rature. Mais attention au codicile aussi quand on modifie. Attention aussi à la clause de révocation des testaments ou des donations antérieures. Parce que si le dernier testament est annulé, pour une cause ou pour une autre, les autres, on va retomber dans la dévolution légale. Parce que les autres testaments ayant été révoqués par le testament annulé, on n'est pas certain que les premiers le testament précédent soit, soit valide. Donc, il faut faire extrêmement attention à toutes ces questions. Alors, ça, c'est une plaisanterie. Un enfant de 16 ans peut-il déshériter un seul parent? Écoutez, je n'en sais rien. Je n'ai jamais vu de cas d'un enfant qui déshéritait ses parents. J'en sais rien. Je ne sais pas. Ça, il faudrait voir un notaire. Mais vous savez, c'est une question de cours, ça. Hein, c'est pas une question pratique. Déjà, les testaments des enfants de 16 ans ne doivent pas être très, très nombreux. Oui. Bref. Ça peut arriver. Là, moi, j'ai la fille d'une de mes clientes qui demande à être émancipée parce qu'elle en a tellement marre des disputes de ses parents à propos de son lieu de résidence et de scolarisation qu'elle dit, je vais me faire émanciper, comme ça c'est moi qui déciderai si je vais habiter chez papa ou chez maman. Voilà. Donc, oui, ils peuvent prendre des initiatives. Moi, j'avais pensé que, classiquement, dans nos études de droit, on nous disait que l'émancipation, c'était lorsque un enfant exerçait une activité commerciale, par exemple. Et maintenant, avec l'argent qu'il gagne alors pour les acteurs, c'est réglementé, mais l'argent qu'ils gagnent aussi avec les réseaux sociaux, ça peut, voilà. Vous savez qu'à partir de 16 ans, on ne peut plus récupérer le contenu du livret de caisse d'épargne d'un de ses enfants. Hein, voilà, donc, et qu'à 18 ans, on doit lui rendre des comptes sur la gestion qu'on en a fait. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas, peut-être que Colette peut préciser l'idée qu'elle peut avoir. Ça doit être un parent qui a délaissé l'enfant. C'est possible. Mais Il y aura peut-être à la fin, à l'oral, cette question. Oui, parents maltraitants, oui, c'est possible. Mais ceci étant, pourquoi est-ce qu'on a peu? Parce qu'à 16 ans, on peut avoir envie de déshériter un de ses parents, mais après, on vit sa vie, on se marie, donc les règles de dévolution changent. Hein, donc, je ne sais pas. Voilà, alors, compte tenu du nombre de possibilités, testament simple, testament partage. Testament partage, c'est quand on dit, voilà, tel de mes enfants, c'est comme la donation partage. La donation, c'est au moment c'est de son vivant. Là, testament partage, je veux que tel bien soit attribué à l'une de mes filles. En compensation, je donne, elle devra une soulte à l'autre. Vous voyez, ce n'est pas forcément pour créer une inégalité. Hein, c'est juste pour donner un bien à l'un de ses enfants, mais il y a quand même la contrepartie pour l'autre. Testament partage. Donc, legs graduel, legs résiduel, présence d'héritiers réservataires, existence de donations antérieures avec réserve d'usufruit,
La consultation d'un notaire assurera l'effectivité des clauses du testament et sera la garantie de sa bonne application, parce que je suppose que quand on rédige un testament, on veut qu'il soit exécuté sans difficulté. Voilà, moi, ce que j'avais à vous dire. Il faut faire très, très attention à ce que l'on fait. Est-ce que vous avez des questions peut-être à poser maintenant? On va clôturer. Moi, j'ai juste une petite question. C'est, Oui. on voit de plus en plus souvent des gens qui lèguent à leur commune tous leurs biens parce qu'ils n'ont pas d'héritier. Oui. Au niveau taxe de l'État, est-ce que c'est la même chose que si c'était légué à un particulier, par exemple? Est-ce que les droits Alors, de succession sont les mêmes ou est-ce que c'est allégé par rapport écoutez, à... alors moi, je ne suis pas notaire, je n'en sais rien. Non, mais je vous le dis Très franchement. bonne question, voilà. Non, non, mais c'est une bonne question. Mais je pense qu'il y a d'autres formules, parce qu'il peut y avoir des fondations. Oui, Il y a des systèmes. Par exemple, moi, j'ai une de mes amies qui travaille beaucoup avec des milliardaires américains qui ont des patrimoines importants pour éviter de payer des droits de succession, et ça a été le cas pour Picasso, par exemple. On lègue, les héritiers lèguent, et c'est comme ça qu'a été fait le musée Picasso à Paris, on lègue à l'État des biens pour, pour payer les droits de succession. Donc ça, c'est une réglementation tout à fait particulière dont je pense que, enfin, ça se fait par avocat, par notaire, par l'intermédiaire d'un notaire, etc. Alors, avant de répondre aux dernières questions, Mmh. j'ouvrirai vos micros tout à l'heure. Je vous invite à remplir notre questionnaire de satisfaction. Alors, soit en cliquant sur la petite diapo sur le texte bleu, ou je vous ai mis le lien dans la barre de conversation. Merci de le remplir, ce questionnaire, puisque nous, ça nous permet de faire un retour à nos financeurs de votre degré de satisfaction des vidéos qu'on vous propose. Et puis, si vous avez des thématiques que vous souhaiteriez que l'on aborde, n'hésitez pas, il y a un petit champ libre où vous pouvez le noter. Sur cette diapo, pardon, vous pouvez voir donc le lien vers notre chaîne YouTube où vous pouvez revoir toutes nos vidéos en replay. Vous avez également le lien pour vous inscrire à nos prochaines visioconférences, qui est donc movadom.eventbrite.com. Et puis sur le site de Movadom, movadom.com, vous pouvez télécharger notre livre audio et les podcasts sur le déménagement des seniors. Donc n'hésitez pas, ce sont des téléchargements gratuits. Notre prochaine visioconférence, c'est la semaine prochaine, jeudi 11 mai à 14h30. On parlera de la maltraitance des personnes âgées, qui peut être en lien avec le testament du coup. Merci encore à notre financeur, la conférence des financeurs du département de Paris. Si vous avez la moindre question, vous envoyez un petit mail à contact@movadom.com et nous ferons un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup Marie-Hélène et puis restez là, on ouvre les micros et on pose des questions.